Avant que je ne signe, monsieur le juge, j'aimerais soumettre une preuve. La salle d'audience tomba dans le silence. Mon épouse, Leonora, souriait déjà, ce sourire narquois et victorieux qu'elle arborait depuis 8 mois, depuis qu'elle avait demandé le divorce. Son avocat, un requin à $400 leur nommé Desmond Pratt, tendait la main, attendant que je signe le document final qui mettrait fin à nos 15 ans de mariage. C'était le document qui lui donnait la maison, les voitures, les économies, la garde exclusive de nos 3 enfants, et $4200 par mois de pension alimentaire pendant 18 ans. Faites le calcul, cela représente plus de $900 000. J'étais censé signer. J'étais censé accepter la défaite. J'étais censé sortir de ce tribunal, comme un homme brisé qui avait tout perdu. C'est ce qu'ils attendaient. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Une preuve. Le juge Rowan Castellan se pencha en avant, ses sourcils gris se fronçant. Monsieur Chandler, vous avez eu des mois pour soumettre des preuves. Cette audience est uniquement destinée aux signatures finales. Je comprends, monsieur le juge, mais cette preuve n'est entrée en ma possession il y a seulement 72 heures, et je pense que la Cour doit l'avoir avant que tout document ne soit signé. Le sourire de Leonora vacilla imperceptiblement, une fissure dans le masque. C'est ridicule, dit calmement Desmond Pratt. Monsieur le juge, ma cliente a été plus que patiente. Monsieur Chandler a accepté ses conditions. Il ne peut pas simplement. Je le peux si ces conditions sont basées sur une fraude. Ce mot tomba comme une bombe. Fraude. Le visage de Leonora passa de l'assurance à la confusion, puis à quelque chose ressemblant à de la peur en l'espace de 3 secondes. De quoi parles-tu? Demanda-t-elle. Quelle fraude. Je ne lui répondis pas. À la place, je plongeai la main dans ma veste et sortis une enveloppe Kraft. Brune, banale, le genre que l'on achète dans n'importe quel magasin de fourniture de bureau. À l'intérieur se trouvait la vérité. Je me dirigeai vers le bureau du juge, mais pas résonnant dans la salle silencieuse. Mon propre avocat, un défenseur public fatigué nommé Hector Molina, qui m'avait conseillé de simplement signer et de passer à autre chose, me regardait, la bouche bée. Je ne lui en avais pas parlé, je n'en avais parlé à personne. Certains secrets se gardent jusqu'au moment précis. Monsieur le juge, cette enveloppe contient les résultats de tests ADN pour mes 3 enfants, Marcus, 12 ans, Jolene, 9 ans, et Wyatt, 6 ans. Des tests ADN. Le juge Castellan prit l'enveloppe avec précaution. Dans quel but? Pour établir la paternité, monsieur le juge. Le silence qui suivit fut si complet que je pouvais entendre le souffle de Leonora se bloquer dans sa gorge. La paternité? Sa voix n'était plus qu'un murmure. Quoi? Qu'est-ce que tu? J'établis que je ne suis le père biologique d'aucun des 3 enfants pour lesquels vous voulez que je paie une pension alimentaire. Le juge ouvrit l'enveloppe, lut la première page, la deuxième, la troisième. Son visage changea, se durcit. Il regarda Leonora avec une expression que je ne peux décrire que comme un dégoût contenu. Puis il prononça 3 mots qui l'anéantirent, est-ce vrai? 36 heures plus tôt, j'étais assis dans un petit restaurant de bord de route sur l'Interstate 10, fixant les mêmes documents que le juge lisait actuellement. Mon café était devenu froid. Les œufs que j'avais commandés n'avaient pas été touchés. Plus rien ne semblait réel. 15 ans de mariage, toute ma vie d'adulte, un mensonge. L'enquêteur privé assis en face de moi s'appelait Clyde Barrow. Oui, comme le hors-la-loi, il avait entendu toutes les blagues. Il avait 63 ans, un visage comme du cuir usé et des yeux qui en avaient trop vu. « Je suis désolé, dit-il. Je sais que ce n'est pas ce que vous espériez trouver. Je n'espérais rien trouver. J'espérais que vous me diriez que j'étais paranoïaque, que les rumeurs étaient fausses, que ma femme n'était pas, je ne pus finir ma phrase. Les tests ADN sont concluants, monsieur Chandler. Marcus, Jolene et Wyatt. Aucun d'eux ne partage vos marqueurs génétiques. Probabilité de paternité de 0% pour les 3. Je regardais à nouveau les documents, des graphiques, des tableaux et une terminologie scientifique qui se résumait à une simple vérité. Les enfants que j'avais élevés, aimés et pour lesquels je m'étais sacrifié n'étaient pas les miens. Savez-vous qui sont les pères? Les pères, au pluriel. Clyde sortit un autre dossier. D'après mon enquête et le recoupement des marqueurs génétiques, Marcus semble être l'enfant biologique de Victor Embry, un entraîneur personnel que votre femme fréquentait en 2012. Victor Embry. Je me souvenais de lui. Leonora avait insisté pour se remettre en forme après notre mariage. Des séances d'entraînement 3 fois par semaine. J'avais payé pour chacune d'entre elles. Le père biologique de Jolene est probablement Raymond Costa.
Il était le patron de votre femme dans l'agence de marketing où elle travaillait de 2014 à 2016. Raymond Costa, l'homme qui lui avait donné une promotion, qui l'emmenait en voyage d'affaires, et que j'avais invité chez nous pour une fête de Noël. Et Wyatt, Clyde hésita. Celui-là va être difficile à entendre. Plus difficile que d'apprendre que mes 3 enfants ne sont pas les miens. Le père biologique de Wyatt semble être votre frère, Denny Chandler. Le monde s'arrêta de tourner. Denny, mon petit frère, mon témoin à mon mariage. L'oncle qui venait à chaque anniversaire, chaque Noël, chaque réunion de famille. L'homme en qui j'avais eu plus confiance qu'en n'importe qui d'autre, excepté Lenora elle-même. Vous en êtes certain? Les marqueurs génétiques ne mentent pas, monsieur Chandler. Je suis désolé. Je restai assis là pendant un long moment. Le bruit du restaurant s'estompa. Le café devint plus froid. Les œufs se figèrent dans l'assiette. 15 ans, 3 enfants, des centaines de milliers de dollars dépensés pour une famille qui n'avait jamais été la mienne. Et Lenora avait l'audace de réclamer une pension alimentaire. Qu'est-ce que je fais maintenant? Demandai-je. Clyde s'adossa à sa chaise. C'est à vous de décider. Vous pourriez signer ces papiers de divorce et payer une pension alimentaire pendant 18 ans pour des enfants qui ne sont pas les vôtres. Ou vous pourriez entrer dans ce tribunal avec ces documents et regarder tout le stratagème de votre femme s'effondrer. Elle dira. Il abandonne les enfants. Vous direz qu'elle a commis une fraude à la paternité, ce qu'elle a fait dans cet état. C'est un motif d'annulation des obligations de pension et de potentielles poursuites pénales. Des poursuites pénales contre la femme que j'avais aimée pendant 15 ans, la mère d'enfants qui m'appelait papa. J'ai besoin d'y réfléchir. Vous avez 36 heures avant l'audience finale. Réfléchissez vite. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Je m'appelle Crawford Chandler. J'ai 47 ans. Je travaille comme superviseur de la logistique d'entrepôt dans un centre de distribution à Bakersfield, en Californie. Je gagne 67 000 $ par an, ce qui n'est pas la richesse, mais pas la pauvreté non plus. Assez pour faire vivre une famille, assez pour subvenir aux besoins. Du moins, c'est ce que je pensais faire. J'ai rencontré Lenora Vance en 2008 lors du barbecue d'un ami. Elle avait 28 ans, elle était magnifique avec ce genre de sourire qui vous donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce. J'avais 32 ans, je venais d'être promue, je sentais enfin que ma vie était sur les rails. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois, nous nous sommes fiancés et nous nous sommes mariés en 2009. Marcus est né en 2012. Je me souviens l'avoir tenu dans la salle d'accouchement, les larmes coulant sur mon visage, pensant que j'étais l'homme le plus chanceux du monde. Mon fils, mon premier-né, le début de mon héritage. Sauf qu'il n'était pas mon fils. Il était le fils de Victor Ambry, conçu pendant ces séances d'entraînement que je payais. Jolene est arrivée en 2015, ma petite fille. Elle avait les cheveux noirs de Lenora et ce que je pensais être mes yeux verts. Il s'avère que les yeux verts venaient de Raymond Costa, le patron qui couchait avec ma femme pendant que je faisais des heures supplémentaires pour payer son congé de maternité. Et Wyatt, né en 2018, le petit dernier. Celui qui, je pensais, scellerait notre lien pour toujours. Le fils de Denny, le fils de mon frère, conçu Dieu sait quand, dans Dieu sait quel lit, alors que j'avais une confiance absolue en eux deux. J'ai élevé ces enfants. J'ai changé leurs couches, j'ai fait les 100 pas à 3 heures du matin quand ils étaient malades, je les ai aidés pour leurs devoirs, j'ai été entraîneur de baseball, j'ai payé pour les appareils dentaires, les camps d'été et tout le reste. Je les aimais. Je les aime toujours. C'est ce qui rend tout cela si compliqué. Ils pensent que je suis leur père. Ils m'appellent papa. Quand Wyatt s'est écorché le genou l'été dernier, c'est vers moi qu'il a couru. Quand Jolene a eu son premier chagrin d'amour à l'école, elle a pleuré sur mon épaule. Quand Marcus avait besoin de conseils sur une fille qui lui plaisait, c'est à moi qu'il a demandé. Rien de tout cela n'était faux. Rien de tout cela n'était un mensonge. Mon amour pour eux était réel. Mais l'amour de Lenora pour moi, c'était cela le mensonge, et ça l'avait été depuis le début. Le divorce est arrivé sans prévenir. Ou peut-être pas. Peut-être que je ne faisais simplement pas attention. Avec le recul, il y avait des signes. Les nuits tardives au travail qui ne correspondaient pas à son emploi du temps, les nouveaux vêtements que je n'avais pas payés, la façon dont elle semblait plus intéressée par son téléphone que par moi. Je pensais que nous traversions juste une mauvaise passe. 15 ans de mariage, 3 enfants, la vie devient compliquée. J'ai suggéré une thérapie de couple. Elle a dit qu'elle n'en avait pas besoin. Puis, en janvier de cette année, elle m'a fait asseoir et m'a dit qu'elle voulait partir. Je ne suis pas heureuse, Crawford. Je ne le suis plus depuis des années. Nous pouvons y travailler. Nous pouvons. Je ne veux pas y travailler.
Je veux le divorce. Elle avait déjà un avocat, Desmond Pratt, recommandé par sa sœur. Tout était prêt, le partage des biens, l'accord de garde, les calculs de pension alimentaire. Elle planifiait cela depuis des mois, peut-être des années, et elle voulait tout. La maison que nous avions achetée ensemble en 2011, le compte de retraite que je bâtissais depuis mes 20 ans, les voitures, les économies, les investissements. Et la garde exclusive des 3 enfants avec moi, payant $4200 par mois, jusqu'à ce que le plus jeune ait 18 ans. Mon avocat, Hector, m'a dit de me battre. Elle demande trop. Nous pouvons négocier. Une garde partagée, des paiements réduits, quelque chose de raisonnable. Mais je ne me suis pas battue. J'ai tout accepté. Les gens pensaient que j'abandonnais. Ils pensaient que j'avais le cœur trop brisé pour lutter. Ils pensaient que j'étais noble ou stupide, ou les deux. La vérité était différente. J'ai tout accepté parce que je savais que quelque chose n'allait pas. Je le savais depuis des années, à un certain niveau. Je ne voulais pas admettre que Marcus ne me ressemblait pas du tout. Que Jolene avait des problèmes de santé qui n'existaient pas dans ma famille. Que Wyatt avait certains traits qui semblaient familiers, mais pas de la bonne manière. J'ai commencé à faire attention, à remarquer des choses, à me souvenir de moments qui n'avaient pas eu de sens à l'époque. Et puis j'ai engagé Clyde Barrow. Je ne l'ai pas dit à Lenora, je ne l'ai dit à personne. J'ai simplement commencé, calmement et méthodiquement, à enquêter sur la femme que j'avais épousée. Cela a pris 8 mois. 8 mois à rassembler des preuves, tout en prétendant être le mari vaincu qui ne se défendrait pas. 8 mois à la laisser croire qu'elle avait gagné. Et maintenant, debout dans cette salle d'audience, j'étais sur le point de lui montrer exactement à quel point elle s'était trompée. Le juge Castellan lut les rapports ADN 2 fois. Son visage resta neutre, professionnellement composé, mais je pouvais voir quelque chose changer dans ses yeux. Le même dégoût que j'avais ressenti dans ce restaurant, multiplié par le sens de la justice qui l'avait mené à cette profession. Madame Chandler, sa voix était de glace. Avez-vous une réponse à ces documents? Lenora était debout maintenant, agrippée au bord de la table de la défense. Son calme si soigneusement entretenu avait volé en éclats. Elle me regarda le juge, puis son avocat, cherchant quelque chose à quoi se raccrocher. Ces tests sont faux, dit-elle. Ils mentent. Il essaie d'échapper à ses responsabilités. Ces tests ont été effectués par Geneva Diagnostic, un laboratoire certifié avec accréditation AABB. Le juge Castellan brandit les documents. Il montre une probabilité de 0% que M. Chandler soit le père biologique de l'un des 3 enfants mineurs. C'est impossible. Il est leur père. Il a été leur père pendant. Madame Chandler, je vais vous le demander une fois de plus. Y a-t-il la moindre possibilité que ces résultats soient exacts? La salle d'audience attendait. Je regardais ma femme, la femme que j'avais aimée pendant 15 ans, la femme en qui j'avais placé tout ce que j'avais, la femme qui m'avait menti chaque jour de notre mariage. Quelque chose se brisa dans son expression. Le combat quitta ses yeux. Je veux parler à mon avocat. Votre avocat est juste à côté de vous. Desmond Pratt ressemblait à un homme qui venait de réaliser qu'il s'enfonçait dans des sables mouvants. Le requin plein d'assurance s'était transformé en un cerf pris dans les phares d'une voiture. Monsieur le juge, j'ai besoin de temps pour examiner ces documents avec ma cliente. C'est tout à fait irrégulier. Ce qui est irrégulier, maître, c'est que votre cliente réclame une pension alimentaire pour 3 enfants qui ne sont apparemment pas nés du défendeur. Le juge Castellan posa les papiers d'un geste délibéré. Madame Chandler, je vais vous le demander directement. Ces enfants ont-ils un lien biologique avec Monsieur Chandler? Silence. Madame Chandler. Non. Le mot sortit dans un murmure. Non, ils n'en ont pas. La salle d'audience explosa. Pas bruyamment, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais Hector eut un haut le cœur, Desmond Pratt jura entre ses dents, et quelqu'un dans le public poussa un cri de stupeur. Je restai là, à regarder Lenora dire enfin la vérité. Ils ne sont pas à lui, continua-t-elle, les larmes commençant à couler. Mais il les a élevés. Il est leur père dans tout ce qui compte. Il l'aime. Il ne peut pas simplement les abandonner à cause de... À cause de quoi? Madame Chandler? Parce que vous avez commis une fraude à la paternité? Parce que vous avez permis à un autre homme, ou apparemment plusieurs hommes, de procréer, puis que vous avez trompé votre mari en lui faisant croire qu'ils étaient les siens. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Comment vouliez-vous exactement que ça se passe? Elle n'avait pas de réponse. Le juge Castellan se tourna vers moi. Son expression avait changé, toujours professionnelle, mais avec quelque chose en plus. Du respect, peut-être,
ou de la sympathie. Monsieur Chandler, quelles mesures demandez-vous à cette cour? J'avais réfléchi à ce moment pendant des mois, répété ce que je dirais, planifié exactement comment je détruirais Lenora comme elle avait détruit ma confiance. Mais debout là, regardant son visage décomposé, pensant à Marcus, Jolene et Wyatt, je m'aperçus que les mots que j'avais préparés ne voulaient pas sortir. Monsieur le juge, j'ai aimé ces enfants. Je les aime toujours. Ce que ma femme m'a fait est impardonnable, mais ils sont innocents. Ils n'ont rien choisi de tout cela. Je comprends. Mais sur le plan légal? Légalement, je demande que l'obligation de pension alimentaire soit annulée. Je ne suis pas leur père biologique. Je ne devrais pas être tenu financièrement responsable d'enfants conçus par l'infidélité de ma femme. Lenora émit un son, un sanglot ou un soupir étouffé. Cependant, poursuivis-je, j'aimerais demander des droits de visite. Ces enfants me connaissent comme leur père. Me rayer complètement de leur vie ne ferait que leur faire plus de mal qu'ils n'en ont déjà subi. Le juge Castellan m'étudia longuement. C'est une réponse remarquablement mesurée, monsieur Chandler, compte tenu des circonstances. Je ne suis pas intéressé par la vengeance, monsieur le juge. Je veux juste qu'on arrête de me mentir, et je veux que ces enfants sachent que quelqu'un dans leur vie les aime pour ce qu'ils sont, et non pour ce qu'ils peuvent rapporter. Le juge hocha lentement la tête. Très bien. Compte tenu des preuves de fraude à la paternité, j'annule l'accord de divorce proposé dans son intégralité. L'affaire sera reportée pour une audience complète où le partage des biens et les modalités de garde pourront être déterminés correctement. Il regarda Lenora. Madame Chandler, je vous conseille vivement de prendre un avocat expérimenté dans les affaires de fraude. L'État pourrait choisir d'engager des poursuites pénales, et cette cour renverra cette affaire au bureau du procureur pour examen. Des poursuites pénales pour avoir menti sur l'identité du père de ses enfants, pour m'avoir volé 15 ans de ma vie. Monsieur le juge, je vous en prie. La voix de Lenora était désespérée. Je ne peux pas aller en prison. Mes enfants ont besoin de moi. Vous auriez dû y penser avant de tromper l'homme qui les a élevés. Le marteau tomba. Je suis resté assis dans mon pick-up sur le parking du tribunal, pendant 1 heure après la fin de l'audience. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas allumé le moteur. Je suis juste resté là à digérer. J'avais gagné, si l'on peut dire. Lenora n'aurait pas la maison. Elle n'aurait pas ma retraite. Elle n'aurait pas 900 000 $ de pension pour des enfants qui n'étaient pas les miens. Mais les enfants étaient toujours là, pensant toujours que j'étais leur père, attendant que quelqu'un explique pourquoi leur famille venait d'exploser. Mon téléphone vibra, un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. C'est Marcus. Maman pleure et ne veut pas nous dire ce qui s'est passé. Est-ce que tu rentres à la maison? La maison. La maison dont j'avais été expulsée 8 mois plus tôt. La maison où 3 enfants qui n'étaient pas les miens attendaient des réponses. Je fixai le message pendant un long moment. Puis je répondis, je serai là dans 1 heure. Nous devons parler. Le trajet vers la maison me donna l'impression de conduire dans un rêve. Des rues que je connaissais par cœur. Des points de repère devant lesquels j'étais passé 1000 fois. Tout semblait étranger et lointain. Maintenant, qu'allais-je leur dire? Comment explique-t-on à un garçon de 12 ans que l'on n'est pas son père? Comment dit-on à une fille de 9 ans que son existence repose sur un mensonge? Comment regarde-t-on un petit garçon de 6 ans en parvenant à dire quoi que ce soit? Je n'avais pas de réponse. J'avais juste la vérité. Et la vérité allait faire mal à tout le monde. La voiture de Lenora était dans l'allée quand je suis arrivé. Je me suis garé dans la rue, j'ai pris une grande inspiration et j'ai marché vers la porte. Marcus ouvrit avant même que je ne frappe. Il était grand pour son âge, déjà plus grand que Lenora, avec des cheveux noirs et des traits que je reconnaissais maintenant comme appartenant à Victor Ambry. Le visage d'un étranger sur un garçon que j'avais élevé. Papa. Il avait l'air soulagé. Maman est dans sa chambre depuis 1 heure. Elle ne veut pas nous parler. Jolene a peur. Qu'est-ce qui se passe? Rentrons, mon grand. Je dois vous parler à tous les 3. Le salon était identique à celui que j'avais quitté. Le même canapé, les mêmes photos de famille au mur, des photos d'anniversaire, de vacances et de fêtes, preuve d'une famille qui n'avait jamais été ce qu'elle paraissait. Jolene était sur le canapé, serrant un oreiller contre elle. Wyatt était à côté d'elle, ne comprenant pas ce qui se passait mais ressentant la tension. Papa. Wyatt courut vers moi et entoura mes jambes de ses bras. Tu reviens? Maman a dit que tu ne reviendrais pas. Je me suis agenouillée et je l'ai serré fort. Ce petit garçon qui ressemblait à mon frère, qui avait le menton de Denny et les yeux de Denny, et aucun de mes gènes. Je l'aimais quand même. C'était la terrible vérité. Je les aimais tous les 3 malgré tout.
Nous devons faire une réunion de famille, dis-je. Pouvez-vous vous asseoir sur le canapé avec moi? Ils s'installèrent autour de moi, Marcus d'un côté, Jolene de l'autre, Wyatt sur mes genoux, comme nous l'avions fait des centaines de fois pour des soirées cinéma, des conversations sérieuses ou des moments ordinaires. C'est à cause du divorce? Demanda Jolene d'une petite voix. Est-ce que toi et maman vous divorcez toujours? Oui, ma puce. Nous divorçons toujours, mais quelque chose d'autre est arrivé aujourd'hui. Quelque chose d'important que je dois vous dire. C'est quoi? Demanda Marcus. Il essayait d'être courageux, de jouer les adultes, mais je voyais la peur dans son regard. Je regardais leur visage. Ces enfants que j'avais élevés, ces innocents dont le monde allait s'effondrer. Savez-vous ce qu'est l'ADN? C'est ce qui fait que nous sommes qui nous sommes, répondit Marcus. On a appris ça en cours de science. C'est comme un code à l'intérieur de notre corps. C'est ça. Et parfois, les adultes font des tests pour vérifier l'ADN, pour voir comment les gens sont liés entre eux. Les yeux de Jolene s'agrandirent. Tu as fait un test? Oui, et j'ai découvert quelque chose qui m'a surpris. Quelque chose qui va être difficile à comprendre. Dis-nous, papa. La voix de Marcus était ferme maintenant. Quoi que ce soit, dis-le-nous. Je pris une inspiration. Le test ADN a montré que je ne suis pas votre père biologique. Pour aucun de vous. Votre maman a eu des relations avec d'autres hommes, et ce sont eux vos pères biologiques. Silence. Puis, Wyatt, je ne comprends pas. Tu es notre papa. Je suis votre papa. Je vous ai élevé. Je vous aime. Rien ne changera cela. Mais biologiquement, nous ne sommes pas liés. Ça n'a pas de sens. Jolene pleurait maintenant. Tu es notre papa. Tu as toujours été notre papa. Et je le suis toujours. Être un père, ce n'est pas seulement une question d'ADN. C'est être là. Et j'ai été là pour vous tous, chaque jour, depuis que vous êtes nés. Marcus restait silencieux, en pleine réflexion. Je voyais les rouages tourner dans sa tête. Alors, maman t'a trompé? Finit-il par dire. Plusieurs fois, avec des hommes différents. Oui. Et elle t'a laissé croire que nous étions tes enfants. Oui. Pendant 15 ans. Oui. Il se leva brusquement, marcha vers la fenêtre et resta là, le dos tourné, les épaules contractées. Marcus, appelai Dausmant. Ça va. J'ai besoin d'une minute. Jolene grimpa sur mes genoux avec Wyatt, tous deux pleurant désormais. Je les serrai contre moi. Ces enfants qui n'étaient pas les miens par le sang, mais qui l'étaient par tout le reste. Est-ce que ça veut dire que tu ne nous aimes plus? Chuchota Jolene. Non, ma querie. Je vous aimerai toujours. Toujours. L'ADN ne change rien à cela. Alors pourquoi tu nous l'as dit? Parce que vous méritez la vérité. Parce que ce sont les mensonges qui nous ont mis dans ce pétrin. Et je ne vous mentirai pas. Jamais. À l'étage, j'entendis une porte s'ouvrir. Des pas dans l'escalier. Leonora apparut dans l'encadrement de la porte. Elle était dans un état lamentable, mascara étalé, yeux gonflés. La façade impeccable avait totalement disparu. C'était la vraie Leonora, celle qui se cachait sous la surface pendant toutes ces années. Crawford. Sa voix était rauque. Qu'est-ce que tu leur dis? La vérité. Quelque chose que tu n'as jamais réussi à faire. Ce sont des enfants. Ils n'ont pas besoin de savoir. Ils ont le droit de savoir qui sont leurs vrais pères. Ils ont le droit à la vérité. Tu vas les détruire. Non, Lenora. Tu les as détruits il y a 15 ans, quand tu as décidé de bâtir notre famille sur des mensonges. Marcus se détourna de la fenêtre. Son visage était dur, plus vieux que ses 12 ans. Maman, est-ce que c'est vrai, tout ça? La bouche de Leonora s'ouvrit, se ferma, s'ouvrit à nouveau. C'est compliqué, Marcus. Il y avait des circonstances que tu ne peux pas comprendre. Est-ce que tu as trompé papa? Oui ou non? Yeah. Oui ou non, maman? Ses épaules s'affaissèrent. Oui. Avec combien d'hommes? Marcus, je t'en prie. Combien? 3, au fil des ans. Mais je n'ai jamais voulu. 3 hommes différents, 3 pères différents, et tu as laissé papa croire que nous étions ses enfants tout ce temps. Leonora se remit à pleurer. Je l'aimais. Je vous aimais tous. J'avais juste peur. Peur de quoi? De dire la vérité? La voix de Marcus se brisa. Est-ce que tu sais tout ce que papa a sacrifié pour nous? Il a fait des doubles gardes.
Il a manqué l'enterrement de son propre père pour être à mon match de foot. Il a tout donné pour cette famille. Je sais. Et ce n'était même pas sa famille. Marcus. Je me levai, reposant doucement Jolene et Wyatt sur le canapé. Ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Elle t'a menti pendant 15 ans. Elle nous a tous menti. Je sais, mais crier ne changera rien. Je marchai vers mon fils non biologique, le garçon que j'avais élevé depuis sa naissance. Je suis en colère moi aussi, dis-je doucement. J'ai parfaitement le droit d'être en colère. Mais être en colère contre ta mère n'aidera personne en ce moment. Ce qui est fait est fait. Tout ce que nous pouvons faire, c'est trouver comment avancer. Comment peux-tu être si calme? Je ne suis pas calme. Je suis anéanti. Mais j'ai appris une chose il y a longtemps. La colère est comme le feu. Elle brûle fort et vite, mais elle consume surtout celui qui la porte. Marcus me fixa. Puis soudain, il me serra dans ses bras, ce grand garçon, presque un adolescent, s'agrippant à moi comme s'il avait à nouveau 6 ans. Je m'en fiche de l'ADN, dit-il contre mon épaule. Tu es mon papa. Tu as toujours été mon papa. Et je le serai toujours, quoi qu'il arrive. Nous sommes restés ainsi un long moment. Puis Jolene et Wyatt se sont joints à l'étreinte, leurs petits bras nous entourant. Et Lenora restait dans l'encadrement de la porte à regarder, en pleurant, voyant la famille qu'elle avait brisée choisir de rester unie sans elle. Le divorce fut finalisé 2 mois plus tard. Les conditions n'avaient rien à voir avec ce que Lenora avait exigé à l'origine. Pas de maison, que je ne voulais pas de toute façon, trop de souvenirs. Partage de la retraite, équitable et légal, pas de pension alimentaire, évidemment, et une garde partagée. C'est la partie qui a surpris tout le monde, moi y compris. J'aurais pu m'en aller. Les enfants n'étaient pas à moi. Je n'avais aucune obligation légale, aucun lien biologique. N'importe quel avocat du pays m'aurait dit que j'étais fou de rester impliqué. Mais ces enfants n'ont rien choisi de tout cela. Ils n'ont pas demandé à naître de liaisons extra-conjugales. Ils n'ont pas demandé une mère qui ment et un père qui n'était pas vraiment leur père. Ils voulaient juste être aimés. Alors je suis restée, un week-end sur 2, les vacances en alternance, 2 semaines chaque été. Le même arrangement de garde que j'aurais eu s'ils avaient été les miens, parce qu'ils sont les miens, dans tout ce qui compte. Lenora fut accusée de fraude à la paternité. C'est un délit en Californie, passible d'une peine allant jusqu'à 1 an de prison de comté et d'amende. Elle a accepté un accord de plaidoyer, 6 mois de mise à l'épreuve, des travaux d'intérêt général et une thérapie obligatoire. Elle a perdu son emploi quand l'histoire s'est ébréguée. Elle a perdu la plupart de ses amis, aussi. Les femmes de son cercle social ne voulaient pas être associées à quelqu'un qui avait fait ce qu'elle avait fait. Une partie de moi en éprouvait de la satisfaction. Cette part mesquine et revancharde qui voulait qu'elle souffre comme j'avais souffert. Mais surtout, je me sentais fatiguée. Fatigué de la colère. Fatigué de la trahison. Fatiguée de toute cette sale histoire. J'ai emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. 2 chambres pour que les enfants aient leur propre espace quand ils viennent. Rien de luxueux, mais propre, sûr, et à moi. La première nuit où ils sont restés, Marcus m'a aidé à monter les lits superposés pour Jolene et Wyatt. Nous avons travaillé en silence pendant un moment, suivant les instructions suédoises incompréhensibles, faisant des erreurs et les corrigeant. « Papa » dit-il finalement. « Oui ?» J'ai cherché Victor Ambry, mon père biologique. Je m'arrêtais de serrer un boulon. C'est un entraîneur personnel à San Diego. Il a sa propre salle de sport. Il est marié et a 2 enfants. Ses propres enfants. Oui. Marcus resta silencieux un instant. Est-ce qu'il sait pour moi? Je ne sais pas. Ta maman lui a peut-être dit. Ou peut-être pas. Tu penses que je devrais le contacter? Je posai la clé et regardai mon fils. C'est à toi de décider, Marcus. C'est ton père biologique. Tu as le droit de le connaître si tu le souhaites, mais c'est aussi un étranger qui a couché avec ta mère alors qu'elle était mariée avec moi. C'est compliqué. Tout est compliqué maintenant. Oui, c'est vrai. Tu penses qu'il voudrait me connaître? Je pensais à Victor Ambry, un homme qui avait une liaison avec une femme mariée et qui, soit ne savait pas, soit ne se souciait pas d'avoir engendré un enfant. Je pense, dis-je prudemment, que certains hommes sont des pères et d'autres ne sont que de la biologie. Je ne peux pas te dire lequel des 2 est Victor Ambry, but je peux te dire que je serai là quoi qu'il arrive. Si tu le contactes et que ça se passe bien. Tant mieux. Si ça ne se passe pas bien, je suis toujours ton papa. Marcus hocha lentement la tête. Je ne pense pas être prêt encore.
Peut-être un jour, mais pas maintenant. C'est d'accord. Il n'y a pas d'urgence pour ces choses-là. Nous nous sommes remis au montage des lits. Les instructions étaient toujours aussi incompréhensibles. Nous avons fait d'autres erreurs, mais nous avons fini par terminer, ensemble. 2 ans ont passé depuis ce jour au tribunal. J'ai 49 ans aujourd'hui, je travaille toujours au centre de distribution, bien que j'ai été promu l'an dernier. Je vis toujours dans mon appartement de 2 chambres, même si j'en ai fait un véritable foyer. Les enfants vont bien. Pas merveilleusement, pas terriblement. Ils vont bien. Marcus a 14 ans, il traverse la puberté et le lycée comme n'importe quel adolescent. Il a décidé de ne pas contacter Victor Ambry. Il a dit qu'il le ferait peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Je lui ai dit que je soutiendrais n'importe quel choix. Jolène a 11 ans, elle entre au collège cet automne. C'est elle qui a eu le plus de mal avec tout ça. Elle est passée par une phase où elle s'en voulait, pensant qu'elle était la raison pour laquelle le mariage avait volé en éclats. La thérapie l'a aidée. Le temps a aidé davantage. Wyatt a 8 ans, assez jeune pour que le divorce ne l'ait pas brisé comme il aurait fait s'il avait été plus âgé. Il m'appelle toujours « papa », sans hésitation. Il court toujours vers moi quand il a mal ou qu'il a peur. Denny, mon frère, a quitté l'État après que tout a éclaté. Il ne pouvait plus me regarder en face. Il ne pouvait plus affronter la famille. J'ai entendu dire qu'il est à Portland maintenant, travaillant dans une entreprise de technologie. Je ne lui ai pas parlé depuis que j'ai découvert la vérité sur Wyatt. Je n'en ai pas l'intention. Certaines trahisons sont trop profondes pour être pardonnées. Lenora s'est remariée au printemps dernier. Un gars qu'elle a rencontré lors de sa thérapie ordonnée par la cour, ironiquement, un ancien toxicomane avec son propre passé de mauvaises décisions. Je ne sais pas s'ils sont heureux. Je ne m'en soucie pas vraiment. Ce qui m'importe, ce sont les enfants. M'assurer qu'ils se savent aimer. M'assurer qu'ils grandissent en comprenant que la famille n'est pas une question de sang, c'est une question de présence. Le mois dernier, pour la fête des pères, Marcus m'a donné une carte qu'il avait faite lui-même. Écrite à la main, pas achetée en magasin. Sur le devant, il y avait un dessin de notre famille, des bonshommes allumettes avec des étiquettes. Papa, Marcus, Jolène, Wyatt. À l'intérieur, il avait écrit « Merci d'avoir choisi d'être notre papa alors que tu n'y étais pas obligé. Merci d'être resté alors que tu avais toutes les raisons de partir. Merci de nous aimer même quand la vérité a éclaté. Tu n'es pas notre père par le sang. Mais tu es notre père par tout ce qui compte vraiment. On t'aime. Bonne fête des pères. » J'ai pleuré pendant 20 minutes après avoir lu cela. Pas des larmes de tristesse, ni de colère. Juste le genre de larmes qui viennent quand on réalise que toute la souffrance en valait la peine. Que ce que l'on a perdu n'est rien comparé à ce que l'on a gardé. Lenora a essayé de tout me prendre. La maison, l'argent, ma dignité, mon identité de père. Finalement, elle n'a rien pris de ce qui était essentiel, car l'essentiel était assis en face de moi à la table du petit déjeuner en ce moment même, en train de se disputer pour savoir qui aurait la dernière gaufre. L'essentiel, c'était de franchir la porte après le travail et d'entendre les enfants crier « Papa est là ». L'essentiel, c'était d'être choisi. Pas par la biologie, pas par la loi, par l'amour. Si vous regardez ceci et que vous traversez quelque chose de similaire, je veux que vous sachiez quelques petites choses. Premièrement, la vérité compte. Même quand elle fait mal, même quand elle détruit ce que vous pensiez posséder. Vivre dans le mensonge est pire que d'affronter la douleur de la réalité. Deuxièmement, être un père ou une mère n'est pas une question d'ADN. C'est une question de présence. C'est une question de sacrifice. C'est choisir d'aimer quelqu'un même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Troisièmement, vous survivrez à cela. Quoi que soit cela, le pire jour de votre vie n'est jamais qu'une journée. Le soleil se lèvera demain et le jour d'après, et finit par s'estomper suffisamment pour que vous puissiez respirer à nouveau. Lenora m'a traité de fou parce que je n'ai pas lutté lors du divorce. Mais je luttais, seulement pas de la manière qu'elle attendait. Je luttais pour la vérité, pour la justice, pour mon propre respect. Et je luttais pour 3 enfants qui avaient besoin d'au moins un parent qui ne leur mentirait pas. J'ai gagné ce combat, pas au tribunal, bien que cela ait aidé. Je l'ai gagné dans les années qui ont suivi. Dans le travail lent et douloureux de reconstruction de la confiance, dans les moments de calme avec des enfants qui ont choisi de m'aimer en retour. C'est cela, la vraie victoire. Pas l'argent que je n'ai pas eu à payer, pas la maison que je n'ai pas perdue, pas même la satisfaction de voir le plan de Lenora s'effondrer. La vraie victoire, c'est la carte de Marcus sur mon réfrigérateur. C'est le câlin de Jolène quand elle franchit la porte. C'est la voix de Wyatt criant « Papa » sur le terrain de foot. La vraie victoire,
c'est cette famille. Brisée et reconstruite. Imparfaite, mais réelle. La mienne. Je dois m'arrêter là. C'est presque l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Mais avant de partir, je veux dire une dernière chose. À tous ceux qui ont été trompés, dont la confiance a été trahie, qui ont découvert que la vie qu'ils pensaient mener était bâtie sur la tromperie d'autrui, vous n'êtes pas des fous d'avoir cru. Vous n'êtes pas stupides d'avoir fait confiance. Vous êtes simplement humains. Et les humains sont censés faire confiance aux gens qu'ils aiment. La personne qui a menti est la seule qui devrait avoir honte, pas vous. Et c'est vous qui décidez de la suite. Vous avez le choix de laisser la trahison vous définir ou de vous définir vous-même. J'ai choisi d'être un père. Pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. Ce choix m'a sauvé. Peut-être qu'un choix vous attend vous aussi. Aimez cette vidéo si vous êtes resté jusqu'à la fin. Abonnez-vous si vous voulez d'autres histoires sur des gens qui ont refusé d'être vaincus. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de survivre à la trahison, qu'il est possible de reconstruire. Et si vous traversez quelque chose en ce moment, quelque chose de dur, quelque chose qui vous donne l'impression que cela pourrait vous détruire, rappelez-vous, le pire jour de votre vie n'est jamais qu'une journée. Demain arrive, et vous pourrez choisir qui vous serez quand il sera là. On se voit dans la prochaine.